y a eu un premier président, Houphouët-Boigny, qui à un moment donné s'est rendu compte que certains ministres autour de lui étaient devenus corrompus. Ils avaient tellement volé qu'ils se pavanaient en ville pour présenter leurs richesses. Houphouët les a sanctionnés. Il les a chassés du gouvernement en 1977. Et il a dit aux Ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire n'a que faire de ministres malhonnêtes, même s'ils sont réputés compétents. Lui a sanctionné, peut-être pas toujours, mais il a sanctionné. Le second président de la République de Côte d'Ivoire, lui, quand on s'est rendu compte que son régime était pourri, le peuple ne faisant rien, c'est la communauté internationale qui l'a sanctionné. Vous vous souvenez des 18 milliards de l'Union européenne, sanctions. Le troisième président de la République de Côte d'Ivoire, lui, quand son régime a pris une dérive, c'est le peuple ivoirien qui l'a sanctionné. Le quatrième président de la République de Côte d'Ivoire, quand il s'est rendu compte que ses collaborateurs, surtout dans le café, cacao, avaient des attitudes pas très claires, il les a sanctionnés. Et puis le cinquième président, Alassane Ouattara, 500 milliards disparaissent dans le café cacao, lui ne sanctionne pas. Des exonérations sont attribuées aux membres de sa famille, lui il trouve ça normal. Des surfacturations sont opérées dans la rénovation de l'université, dans la gestion des fonds du déchet toxique, lui il trouve ça correct. Des chantiers sont réalisés, mais dont la qualité du travail reste encore douteuse, lui ne dit rien. La communauté internationale ne le sanctionne pas. Il s'arrange pour ne pas que le peuple de Côte d'Ivoire le sanctionne, en tripatouillant tout le processus d'enrôlement sur la liste électorale, en prenant en main le contrôle de la commission électorale et en faisant en sorte que ces grilleurs d'arachides grillent aussi 4 à 5 millions d'électeurs. Mais ce n'est pas normal. On ne peut pas laisser durer ça quand même. Regardez l'histoire des véhicules mal dédouanés en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, nous avons tous vu. Et le premier par lequel le scandale est arrivé, c'est le ministre de la Justice de Alassane Ouattara. Il s'offre un véhicule de 70 millions de francs CFA à peu près et le président de la République ne s'étonne pas qu'un ministre dont il connaît le salaire, qui était un fonctionnaire, qui n'est pas industriel, qui ne brasse pas des milliards dans l'industrie et le commerce, mais qui s'offre un véhicule de ce type et le président de la République ne trouve pas curieux que son ministre puisse faire ça. Et de surcroît, avec tout l'argent qu'il a, il refuse de dédouaner et puis il nous provoque ce scandale. Kleptocratie. Et au-delà de ça, regardez ce qui se passe dans l'accaparement des terrains des gens. En zone rurale, on s'accapare les terres. En zone urbaine, on dégage, on déguerpit les plus modestes d'entre nous pour, dit-on, revendre le terrain à des gens plus fortunés. D'accord, mais il faut de la méthode. L'État, un particulier peut appeler la police pour venir déguerpir quelqu'un qui est dans sa maison et qui ne paye pas, ou quelqu'un qui est sur son terrain qui ne règle pas correctement leur contrat. D'accord. Mais l'État de Côte d'Ivoire, l'État ne doit pas faire ça comme ça. L'État y met de la méthode, parce que c'est l'État. On prévoit d'abord ce qu'on peut faire pour les gens, pas leur donner 1 million, c'est un logement qu'on leur prend. On leur propose un plan de logement avec un schéma d'amortissement. On ne les jette pas dehors en période de pluie, en période d'examen scolaire. L'État doit y mettre de la méthode. Je ne juge pas qui a raison, qui a tort, mais l'État doit y mettre de la méthode, parce que c'est l'État. Mais tout ça se fait, on dit qu'il n'y a pas d'argent, les gens doivent de l'argent, mais qu'est-ce qui se passe au Petit Palais? Toujours dans la kleptocratie. Le Petit Palais, c'est le palais présidentiel. C'est le palais dans lequel a vécu le président de la République, Henri Konan Bédié. C'est le palais dans lequel l'empereur Bokassa a été logé à l'époque. C'est le palais dans lequel le premier ministre Afi N'Guessan a été logé. C'est un terrain à Cocody de plus d'1 hectare, peut-être beaucoup plus. Vous connaissez le prix du mètre carré dans cette zone de Cocody? Et il y a un chantier qui s'est engagé sur ce petit palais, on casse, on reconstruit, il y a des camions qui ramassent de la terre qui s'en vont, on a mis des tôles pour entourer, mais il n'y a aucun panneau de chantier, alors que la réglementation fait obligation à l'État de Côte d'Ivoire, chaque fois que sur un chantier, l'argent public est utilisé, d'afficher
qui est le maître d'œuvre, qui est le maître d'ouvrage, le chantier est financé comment, ça va durer combien de temps? Rien de tout cela dans le Petit Palais. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui fait ce chantier, auquel cas le Petit Palais aurait été vendu à quelqu'un ou donné à quelqu'un, ou alors l'État viole ses textes? Il faut corriger cela. Ce n'est pas normal que l'argent public soit dépensé de cette façon-là et qu'il n'y ait aucun panneau de chantier pour informer les contribuables sur l'argent qui est utilisé pour ce chantier-là. Alors, on vole les terrains, on vole dans le cacao, on vole dans les surfacturations d'universités, dans l'argent des déchets toxiques, mais avec tout cet argent, on n'est pas foutu, ils ne sont pas foutus de payer les droits de douane qu'il faut pour l'État de Côte d'Ivoire. Si on prend des sanctions pour, premièrement, rompre le contrat avec Kipus, parce que ce que ces gens-là font, c'est rien du tout. L'État de Côte d'Ivoire peut faire ça. Pour rompre le contrat avec Webfontaine, parce qu'eux aussi n'ont pas grand-chose à faire. On a créé une poche là pour encaisser de l'argent simplement. Pour le guichet unique libéralisé, on n'a pas besoin pour ce type de job d'avoir un seul guichet unique pour toute la Côte d'Ivoire. Il faut donner à plusieurs personnes qu'il y ait plusieurs guichets uniques partout et que ces guichets uniques aient des tarifs concurrentiels. On ira dans le guichet où on peut avoir les meilleurs services au meilleur coût. Mais on n'est pas tous obligés d'aller dans un guichet qui finit par être présenté par ceux-là même qui ont donné les contrats comme un nid de corruption infectieuse. Il faut arrêter cela. Et tout cet argent qu'on va collecter en sanctionnant tous ceux qui détournent dans les caisses de l'État, en mettant de l'ordre dans les finances publiques, en ne volant plus, tout cet argent peut permettre d'engager un programme de logement social avec un projet de location-vente pour que les plus modestes de notre société puissent avoir un logement et payent dans des délais plus longs de petites sommes qui vont permettre à leur famille aussi d'être à Abidjan, d'être en Côte d'Ivoire et d'être logés. Ils sont citoyens eux aussi. Mais pour ça, ce n'est pas ce régime qui va le faire. Ce régime-là est kleptocratique. Ce n'est pas lui qui va le faire. C'est pour ça que je vous invite encore une fois, allez vous enrôler. Soyons nombreux sur les listes électorales, soyons nombreux devant les bureaux. Si on est 5 millions devant les bureaux et qu'ils ne nous ont pas enrôlés, ils seront obligés de rallonger les délais. Et c'est quand vous êtes sur la liste électorale que vous pourrez changer ce régime par le vote. Vous n'avez pas de fusil, vous ne pouvez pas compter. Vous avez entendu, le monde entier vous dit, débrouillez-vous, on ne fera pas le job à votre place. Mais faisons le job ici. Enrôlez-vous, changeons les régimes, mettons là des gens que nous pouvons contrôler, passons au régime parlementaire et puis etc., etc., etc. Vous connaissez mon programme. Likez. 2011 a quand même cotisé près de 39 000 milliards de francs CFA pour que le gouvernement réalise tout ce que vous avez présenté. 39 000 milliards, ce n'est pas rien. C'est le budget de l'État voté, adopté, exécuté. 2011-2018. Il aurait fallu dire merci aussi à la communauté internationale qui a cotisé pour pas moins de 11 000 milliards sur ces dépenses-là. Bien sûr, il y a la communauté internationale, mais il y a surtout les générations futures d'Ivoiriens qui vont avoir à payer cette dette. Et il aurait fallu avoir un mot pour tous ces enfants qui ne sont pas encore nés et qui vont payer cette dette. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que, c'est vrai, il y a des dépenses qui sont faites. Notre problème, c'est que les infrastructures construites sont de mauvaise qualité. Notre problème, c'est que les marchés passés pour la construction de ces biens publics sont passés de façon opaque et pas du tout transparente. Et on a même l'impression que ce sont toujours les mêmes qui ont les marchés, malgré les mauvais résultats qu'ils donnent sur les marchés précédents. On a un système gouvernemental, des activités d'État hyper corrompues, aussi bien sur le plan de la justice, cette façon de poursuivre des gens qui sont candidats à l'élection municipale alors que leur casier judiciaire ne disent pas quelque chose, alors que les attestations de régularité fiscale ont été acceptées, alors qu'ils étaient de votre bord, mais comme ils changent de bord, paf, il faut les poursuivre.
Il y a un déficit de démocratie là-dedans, ça fait système corrompu. Sur le plan économique, tous ces marchés qui sont octroyés dans des conditions opaques. Sur le plan administratif, ces timbres fiscaux à 500 francs qui sont vendus à 2000 francs partout, ces systèmes d'inscription électronique, d'inscription en ligne qui n'empêchent pas le paiement, comme on dit, l'inscription physique. Enfin, l'administration, la corruption, la politique, vous n'avez pas beaucoup discuté de ces thèmes-là alors qu'ils sont tout aussi importants que les résultats économiques, les dépenses publiques, encore que. Autre élément important, à mon avis, c'est la situation des militaires encore incarcérés. C'est vrai que vous dites qu'on ne peut pas laisser des criminels, des militaires qui ont tué comme ça dehors. La logique dans les démocraties voudrait que les militaires exécutent les ordres des civils. Je reviens là-dessus. Si vous amnistiez les civils, donneurs d'ordre, pourquoi ne pas amnistier les militaires exécutants? Si vous dites que ceux qui ont tué les femmes d'Abobo ne peuvent pas être libérés comme ça, moi je suis d'accord. Des criminels, il faut les punir. Mais alors, ceux qui là-bas à Korogo, au quartier Koko, ont amassé des centaines de jeunes dans un conteneur, poussé les portes du conteneur avec une machine pour les enfermer et les tuer tous. Les criminels, ces criminels-là, ils ne sont pas poursuivis. Ils n'ont pas encore été poursuivis. Bien souvent, ils ont même été promus. Alors, c'est quel type de justice qui dit que les gens qui ont tué à Abobo ne peuvent pas être amnistiés, mais les gens qui ont tué à Korogo peuvent être amnistiés? Pourquoi? C'est ce qui gêne dans l'affaire. C'est pour cela que je dis que si on veut aller à la réconciliation, si on veut aller à la détente, il faut peut-être traiter des gens inégaux, il faut les traiter également. Enfin, c'est la fonction régalienne de l'État. Voilà ce qui restait à dire. Et puis pour la fin, toutes ces questions à l'université, ces grèves qui ne finissent pas. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, vous ne réunissez pas les parents, les étudiants, les enseignants? On met carte sur table. Quels sont les problèmes de l'école, de l'université? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans 1 an, dans 2 ans? Et puis sur des engagements fermes, on reprend l'année, on commence les cours et puis on essaie d'avancer dans la formation des générations futures. Sinon, à l'université, là, on n'enseigne plus, hein? On ne forme plus, on n'éduque plus. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour la fac de médecine, c'est dangereux pour la fac de droit, c'est dangereux pour toutes les facultés, chimie, physique et tout. Et ce n'est pas bon pour l'avenir de ce pays-là. Il est simple, s'il n'y a pas de médiation de la République, bon, qu'on mette carte sur table et puis qu'on s'asseye et qu'on discute de cela. Et puis enfin, j'ai rencontré là des étudiants auxquels l'État de Côte d'Ivoire a donné des bourses d'études. Ils vont faire les études et quand ils viennent en vacances pour des stages, ils ne trouvent pas d'interlocuteurs. Nous-mêmes, nous payons des jeunes gens pour aller faire des études. Ils ont leur diplôme. Ils arrivent, aucune administration n'est disponible pour les recevoir, aucune entreprise n'est prête à leur donner. Je ne parle pas d'entreprise privée, je parle même du BNET, du ministère de la Construction. Personne n'est là pour leur donner des stages, pour mettre les pieds à l'étrier, pour qu'en retour là-bas, leurs copains qui sont allés au Congo, qui sont allés au Cameroun, qui sont allés au Brésil, à la rentrée des classes, ceux-là auront fait des stages dans leur pays. Les nôtres, non, il n'y a pas eu de place, on a dit d'écrire, on a dit de déposer le dossier au vigile à l'entrée, là. C'est pas bien, c'est l'État qui paye pour la formation, il faut que l'État assure, sinon alors il ne faut pas payer. Voilà, c'était juste quelques questionnements, quelques propositions. Comme d'habitude, un pouce pour dire que vous comprenez, et puis que vous likez, et puis partagez. On n'a que ça pour éviter la censure. Partagez pour que ces questions-là soient débattues et que nous réfléchissions tous. Il ne s'agit que d'une chose, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.